Bonsoir à tous, monsieur l'ambassadeur, madame, chers amis, chers collègues. Nous avons l'habitude dans ces lieux de commémorer ou tout du moins d'évoquer la mémoire de 1956. Ce n'est pas la première fois que ni Gustav Ketschkes ni moi-même venons pour parler de ces sujets. On l'a fait sous plusieurs formes dans les années précédentes, et je mets années au nombre... Les années commencent à s'accumuler. Il y a eu des colloques, il y a eu des tables rondes, il y a eu des films, il y a eu diverses manifestations consacrées à 1956 depuis fort longtemps. L'une des dernières en date, certainement, vous vous en souvenez, c'était il y a à peu près 1 an et demi, c'était en juin 2015, où nous avions fait une petite soirée consacrée aux étudiants de 1956 et où nous avions, comme ce soir, mélangé les participants entre historiens, donc commentateurs dotés, espérons-le, d'un certain recul et d'une certaine distance, et témoins. Et je crois que c'est une des chances que nous avons encore, et la thèse d'Esther Besson-Polacek, justement, est possible grâce à la présence parmi nous encore de nombreux témoins. Et on peut donc se livrer à ce qu'on appelle l'histoire orale et interroger les témoins, ce qui, pour l'historien, moi je suis une historienne du 19e siècle, donc moi je peux pas interroger Kossuth, hein, c'est pas possible, j'aimerais bien, mais certains de nos étudiants et certains de nos collègues ont encore la possibilité de parler aux témoins, de les faire réfléchir, de les faire revenir sur ces événements qu'ils ont vécus dans un nombre très très varié de situations, les événements eux-mêmes et puis, comme on va le voir tout à l'heure, aussi l'après. L'après, alors l'après c'est quoi? C'est souvent l'émigration, l'exil dans des conditions parfois extrêmement dramatiques. C'est la difficulté de s'insérer dans un nouveau pays, de trouver du travail, de trouver un travail suffisamment gratifiant, intéressant, de pouvoir se réaliser dans un autre pays, mais ne jamais oublier effectivement ce qui s'est passé en 1956 et pourquoi telle ou telle personne s'est engagée à ce moment-là dans les événements, ou bien plus simplement peut-être a fait ce qu'on appelle en français voter avec ses pieds, c'est-à-dire a quitté le pays pour diverses raisons. Donc je ne vais pas moi monopoliser la parole ce soir, ça n'est pas du tout mon intention. Je voulais simplement dire ces quelques mots d'introduction pour entrer directement dans le débat. Donc les intervenants vont chacun évoquer ils vont faire leur intervention, qui seront volontairement pas trop longues, afin que nous puissions avoir tout de suite après un premier échange avec vous, avec la salle, entre les intervenants aussi, ce qui permettra de revenir sur certains points et d'avoir, je dirais, un rapport dynamique avec le public et sortir d'un schéma d'un format qui serait trop universitaire ou trop long. Et il y a aussi beaucoup de témoins dans la salle, donc je pense que l'intérêt, c'est de faire dialoguer les gens entre eux. Donc, puisque nous sommes à Paris et qu'il va entre autres être question de la réception des événements de 1956 en France, alors on ne va pas respecter l'ordre des prises de parole qui est sur le programme. Donc c'est Gustav Ketschkes qui va s'exprimer en premier. Ensuite, nous passerons la parole à Monsieur Chouyanski, puis ce sera Monsieur Farkas et à la fin Madame Besson-Polacek qui nous parlera des commémorations. Donc nous serons donc dans un cadre qui n'est pas chronologique évidemment, mais qui respecte une certaine logique. Donc tout de suite, nous allons avoir la communication de Gustav Ketschkes. Merci beaucoup. Alors, Madame la Présidente, Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur le Directeur, Mesdames et Messieurs, alors je remercie tout d'abord d'être
invité ici. Et je souhaiterais donc parler de la réception, plutôt de la perception de la Révolution hongroise de 1956 en France. J'ai préparé quelques images pour illustrer ce que je dis. Alors, en introduction, donc 1956, Budapest, la date et le lieu s'associent dans l'esprit de beaucoup de Français. Le nom de la capitale hongroise est devenu l'un des symboles les plus douloureux des dernières années de la Quatrième République. Après Budapest, de nombreux Français ont dû faire justice de leur propre illusion sur les pays socialistes. Et quant à la société française qui observait avec la sympathie particulière le déroulement rapide des événements et leur fin tragique, elle a eu vite la possibilité d'exprimer sa compassion par des actes concrets. Les milliers de réfugiés hongrois en France ont été reçus à leur arrivée par de familles françaises, par d'organisations laïques et religieuses, grâce aussi à une aide significative du gouvernement. Et par la suite, l'opinion publique et la presse française se sont intéressées à la tragédie avec une intensité conforme à sa portée en automne 1956, et ils ont conservé le souvenir de la Hongrie martyre, comme on disait à l'époque, pendant les décennies où la vérité ne pouvait se faire jour en Hongrie. Et l'ouverture des archives, aussi bien en Occident que dans l'ex-bloc soviétique, nous donne la possibilité de construire une image enfin nuancée des répercussions de la Révolution hongroise en France. Je souhaiterais surtout répondre à la question suivante. Comment peut-on expliquer la grande intensité de la réaction française? Je parlerai d'abord de la présence de la guerre froide en France au milieu des années 1950, ensuite de la réaction de l'opinion publique, puis les répercussions sur la politique intérieure et enfin l'impact de la Révolution hongroise en France, c'est-à-dire l'impact à long terme. D'abord, avant de répondre à la question comment expliquer la grande réaction, je souhaiterais évoquer avec quelques photos l'ambiance et l'atmosphère des événements de Budapest qui ont alors si intensément répercuté en France, avec le Premier ministre, à nouveau Imre Nagy, avec les combats et avec le démembrement de la statue de Staline, événement qui est très connu. Et même mon père, qui a participé aussi aux événements, qui avait 20 ans à l'époque, a gardé pendant un certain temps un petit morceau de Staline. Bon, il ne m'a pas montré, mais je crois quand même que c'est vrai. Et ensuite, bien sûr, la répression soviétique, alors, je voulais vous montrer quelques photos pour illustrer aussi ce que la presse occidentale a médiatisé en Occident et en particulier en France. Alors, d'abord, je souhaiterais parler un peu de la présence de la guerre froide en France. Dans le contexte de la guerre froide, sous la Quatrième République, la politique extérieure était inséparable des combats idéologiques internes. C'est précisément le débat idéologique, notamment sur les valeurs du communisme confrontées avec celles du monde libre, qui a atteint son point culminant avec la tragédie hongroise. C'est pour cette raison que l'effet de la révolution hongroise a touché toutes les sphères de la vie sociale et politique française.
Et la majeure partie des groupements politiques, sociaux et même culturels et religieux ont choisi alors de prendre publiquement position. Et malgré les apparences sous cet angle, l'affaire hongroise était une question de politique intérieure plutôt qu'un problème international pour la France. La Hongrie était en dehors de son orbite, de sa zone d'intérêt. Sur le plan extérieur, la guerre d'Algérie, la crise de Suez ou l'émergence de l'intégration européenne étaient des enjeux bien plus importants. Regardons maintenant la réaction de l'opinion publique. Grâce à l'atmosphère politisée de la guerre froide, l'opinion publique était très sensible à la lutte d'un peuple vivant de l'autre côté du rideau de fer. La presse a renforcé encore ces répercussions. La majeure partie de la population française s'est indignée de l'action brutale soviétique et de la position du Parti communiste français qui l'approuvait. La révolution hongroise représentait la liberté, c'est-à-dire la valeur la plus importante pour la mentalité occidentale, et a ravivé les traditions révolutionnaires françaises qui étaient l'objet d'un culte permanent de la République. La publication en masse dans la presse française des images sur les combats de Budapest a évidemment ranimé les vifs souvenirs de la Seconde Guerre mondiale dans la mentalité de la majeure partie de la population. Regardons maintenant les répercussions sur la politique intérieure. L'écrasement de la révolte hongroise par les soviétiques, d'une part, et l'opération de Suez, de l'autre, ont fourni l'occasion et argument aux forces politiques anticommunistes et communistes dont la confrontation durait depuis longtemps. Bien que l'Assemblée nationale, tout le monde connaît, mais comme l'Assemblée nationale traita rarement des questions de politique étrangère sous la Quatrième République, l'affaire hongroise a occupé une place importante dans les débats d'octobre-novembre 1956. Les instruments parlementaires ont été abondamment utilisés. On a déposé 3 demandes d'interpellation et 4 propositions de résolution. Les commissions des affaires étrangères ont été également saisies sur la cause hongroise. Comment peut-on expliquer ce grand intérêt? La répression de la révolution hongroise par les soviétiques a fourni une bonne occasion pour prendre publiquement position à propos du Parti communiste français qui soutenait ouvertement la démarche de Moscou. L'attitude du Parti communiste a été condamnée presque unanimement. Face aux violentes attaques, les députés communistes ont mis en accusation la politique coloniale du gouvernement, en particulier le problème de l'intervention franco-britannique à Suez. L'extrême hostilité des termes employés par les 2 partis opposés indique bien la grande importance accordée à ces questions. Le 7 novembre, le président de l'Assemblée nationale a même suspendu la séance pour 15 minutes à cause du bruit confus. L'emploi d'arguments anciens qui n'avaient aucun rapport avec la question prouve qu'il s'agit d'un conflit plus profond. Par exemple, les parlementaires communistes se sont souvent référés à la Seconde Guerre mondiale. Ils ont crié Hitler, collaborateurs, Gestapo, etc., dont la cause hongroise n'était que l'actualisation. Néanmoins, la plupart des députés s'est attaché à exprimer sa solidarité avec le peuple hongrois par une résolution de 7 novembre. Et je pense que le texte de cette motion est bien important et je vais le lire parce que ça montre aussi l'atmosphère et l'ambiance
de l'époque. Citation. L'Assemblée nationale s'incline avec respect devant ceux qui sont tombés en Hongrie pour l'indépendance de leur patrie, pour la défense de la liberté et des droits sacrés de la personne humaine, exprime à la nation hongroise martyre son admiration pour le courage indomptable dont elle fait preuve en se dressant pour réaliser la vraie démocratie politique et sociale contre un oppresseur dont l'action contre l'humanité invite le gouvernement à mettre tout en œuvre avec les nations libres pour éviter de nouveaux massacres, pour protéger les personnes internées et pour venir en aide de façon urgente aux Hongrois demeurés dans leur pays ou réfugiés. Et lui demande en particulier de mener l'action nécessaire pour que les nations libres s'élèvent contre toute déportation des insurgés hongrois et demeurent ainsi fidèles à l'esprit au jugement de Nuremberg qui a condamné la déportation comme un crime contre l'humanité. Fin de citation. Mais on a parlé de la révolution de 56 alors dans le Parlement, mais aussi dans les rues. Les tensions politiques se sont également traduites par des manifestations de protestation et de soutien dans les rues. Le 7 novembre a marqué le point culminant à Paris. Sur l'initiative de l'Association française pour la communauté atlantique, un éventail très large d'organisations politiques, d'anciens combattants et de jeunesse a appelé à un rassemblement pour ce jour à l'Arc de Triomphe à 18 heures. Une foule considérable de 30 000 personnes a été comptée remontant les Champs-Élysées. Outre de nombreux parlementaires et élus de la région parisienne, on pouvait reconnaître membres du gouvernement Guy Mollet dans le cortège. Alors, c'était un gouvernement du Parti socialiste SFIO, et avec d'autres composants, bien sûr. À 18h30, la tête de la manifestation a atteint l'Arc de Triomphe, où on a déposé d'innombrables gerbes sur le tombeau du soldat inconnu en chantant la Marseillaise. Mais ce n'était pas encore la fin de cette soirée, parce qu'une soirée particulièrement violente a commencé. À la fin de cet événement, une foule d'environ 5000 manifestants, surtout des jeunes, s'est formée et a attaqué le siège du Parti communiste français et celui de l'Humanité. La soirée d'émeute fera finalement de nombreux blessés et 3 morts, 2 militants communistes et un militant force ouvrière. Et considérons maintenant les enjeux pour les partis politiques. L'affaire hongroise semblait permettre d'obtenir des gains politiques non négligeables. La politique de la SFIO, dont le secrétaire général était Guy Mollet, président du Conseil, et celle du syndicat CGT Force ouvrière contre le Parti communiste français, et la CGT était à cet égard particulièrement significative. En effet, les socialistes, en condamnant très sévèrement les forces politiques communistes compromises par l'affaire hongroise, tâchaient d'accaparer leur électorat important. Certains efforts ont visé à séduire leurs militants. Il est fort probable que l'on trouve là l'explication de la participation gouvernementale très marquée à l'action de solidarité envers les réfugiés hongrois. Le cabinet Guy Mollet a donc utilisé la question hongroise comme un instrument politique, comme un instrument de politique intérieure, par l'organisation nationale, par l'organisation au niveau national des collectes et des commémorations, ainsi que par la voix de la presse, surtout la radio. Le gouvernement
a grandement contribué à la mobilisation de l'opinion publique française. Le programme le plus spectaculaire dans ce sens était sans doute une journée nationale en faveur de la population hongroise pour le 18 novembre, préparée avec précision par le ministère de l'Intérieur. Et c'est ici que je souhaiterais vous dire quelques phrases sur l'importance de l'affaire de Suez, c'est-à-dire de l'instrumentalisation politique en France de l'affaire de Suez. Le gouvernement français a utilisé l'affaire de Hongrie dans la politique internationale afin de détourner l'attention sur la campagne de Suez, en plaçant sur le devant de la scène la question hongroise. Avec l'instrumentalisation de cette cause, le cabinet Guy Mollet a donc employé la même tactique en politique intérieure. Le grand retentissement en France de la répression de l'insurrection hongroise a été à nouveau instrumentalisé quand les responsables du Quai d'Orsay l'ont cité dans les discours prononcés devant les différentes instances internationales et en particulier à l'Organisation des Nations Unies. Mais il faut tout de même indiquer les limites de la répercussion des événements hongrois en France. Quelques semaines après l'intervention soviétique du 4 novembre, en fin décembre 1956, l'intérêt de l'opinion pour la tragédie hongroise avait diminué considérablement. Les forces politiques françaises ne s'efforçaient déjà plus de maintenir à l'ordre du jour la cause hongroise. Et malgré la vivacité extraordinaire de la réaction, les échos de la crise hongroise en France n'ont pas entraîné de changement fondamental et durable, ni dans l'opinion publique, ni dans la vie politique du pays. La direction thorésienne du Parti communiste français a maîtrisé ces difficultés en quelques semaines. Et la position occupée par le Parti communiste dans la vie politique française n'a guère changé. Et il a gardé en substance ses effectifs et sa force électorale. Mais alors, comment on peut voir l'impact de la révolution hongroise, l'impact à long terme de la révolution hongroise en France? L'impact de la révolution hongroise de 1956 dans l'histoire des relations franco-hongroises ne se retrouve guère dans la sphère diplomatique, politique, économique ou culturelle. Les souvenirs mêlés de sentiments entretenus par la population française depuis plus d'un demi-siècle s'avèrent, eux, beaucoup plus durables. L'aide à la Hongrie martyre et les accueils de réfugiés ont compté pour beaucoup. De son côté, le peuple hongrois garde, lui, le souvenir de son abandon par l'Occident. À travers les études historiques toutefois, il doit prendre conscience que la majorité des Français étaient de leur côté, sinon par les armes, du moins avec le cœur. Merci. Merci beaucoup, avec une conclusion très belle. Voilà, oui, enfin, et on coupe, bien sûr. Mais c'est vrai que quand on parle à des Français de la Hongrie, souvent, alors, tout dépend de la génération de personnes à laquelle on s'adresse, évidemment, mais il y a souvent des souvenirs, effectivement, qui reviennent. Alors, pour les Parisiens, beaucoup de souvenirs d'être allés, alors des gens qui étaient enfants, souvenirs d'être allés à la gare d'Orsay avec les parents pour aller déposer des choses pour les Hongrois, que ce soit des médicaments, des vêtements, des jouets. Moi, je me souviens de personnes qui ont raconté avoir trié des jouets eux-mêmes, des jouets à eux, enfants, et être allé avec les parents les déposer à la gare d'Orsay. Et puis aussi, toujours pareil, des gens qui étaient jeunes, qui étaient à l'école, d'avoir eu un beau matin dans la classe des petits Hongrois.
donc qui étaient accueillis dans les écoles. Donc un vrai retentissement. Alors maintenant, donc on passe aux témoins et nous allons écouter Monsieur Chouyanski. Monsieur l'ambassadeur, monsieur directeur de l'Institut hongrois de Paris, et mes chers amis, messieurs, mesdames, je n'ai préparé aucun texte, mais je vais parler uniquement par mes propres expériences, comme c'est resté dans ma mémoire, étant donné que dans ma jeunesse, j'ai participé activement dans ces événements comme un jeune Hongrois idéaliste. Pour moi, comme je me rappelle à cette époque, c'est pas un miracle que parmi les 7 populaires démocraties qui étaient occupées par l'Union soviétique, le premier affaiblissement du Parti communiste et la direction dirigée par l'Union soviétique, uniquement c'est en Hongrie que ça a éclaté une vraie révolution. Et quand la première occasion se présentait, et cette première occasion était en fin de compte offerte par Khrouchtchev lui-même, quand, le 56 février, il a déboulonné le grand légende de Staline, comme en fin de compte, il n'était pas vraiment les géniaux dirigeants ouvriers du monde entier, mais en fin de compte, un dictateur sanguinaire. Ça affaiblissait toutes les partis communistes qui étaient au pouvoir dans les 7 satellites soviétiques. Et partout, il y avait naturellement les manifestations, des réunions des étudiants avec des différentes exigences qu'on change la direction du Parti communiste. En Pologne même, on est allé encore plus loin. Rappelons-nous Poznan. Mais qu'en Hongrie, la même protestation habituelle qui était prévue par la police politique communiste et par le KGB, ça dépassait les limites prévues et ça a éclaté une vraie révolte avec lutte armée. Il faut savoir pour cela que la grande majorité du peuple hongrois n'a jamais considéré l'Union soviétique, l'armée rouge, comme libérateur. Ils ont, en 1945, ils ont considéré qu'il y avait changement seulement de dictature. À la place de Croix gammée, c'est la dictature de Étoile rouge. À la place des chars allemands Tigre, c'est le char T-34 soviétique. À la place de terrible Gestapo, c'est le aussi terrible NKVD qui est devenu plus tard le KGB. Et même les déportations, les trains de déportation en 1945 n'étaient pas arrêtés. Seulement cette fois, les trains pleins de pauvres gens innocents qui étaient déportés pour raisons idéologiques par les occupants nazis, les Allemands, hitlériens, cette fois n'est pas roulé vers Mauthausen, Dachau, Bergen-Belsen, Auschwitz, Treblinka, Buchenwald, mais à partir de fin de la guerre, ça roulait vers Tomsk, Karaganda, Norilsk, Vorkutta, Pechora, vers les goulags soviétiques. Aussi des gens innocents qui étaient
déportés donc après 1945 ou tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale. Le jeune Hongrois comme moi j'étais, j'ai vu tout de suite avec mes amis que pour nous la fin de la guerre, ça ne représente pas la même chose que la fin de la guerre des pays occidentaux. Et quand la première fois l'Alliance Atlantique s'est formée, en 1948 avec l'organisation militaire OTAN, NATO, nous, poussés par notre idéalisme, on a commencé secrètement à préparer également une sorte de lutte partisane contre les troupes soviétiques en cas s'il y a une guerre qui va éclater. Pour nous, les Occidentaux étaient des démocraties occidentales étaient des amis, tandis que l'Union soviétique était pour nous les ennemis. En Hongrie, il y avait une série d'exécutions après la guerre, plein de condamnations à mort et pendaison. D'abord, qui était annoncé dans les journaux, il y avait après le procès de criminels de guerre, également le procès de conception, procès stalinien. Mais il y avait, ça le public et même l'Occident était au courant, mais il y avait une seule chose que ni le public hongrois ne savait pas, ni l'Occident, que le procès ultra secret que menait le police politique hongroise sous la direction de KGB, où on liquidait fur et à mesure secrètement des petits réseaux résistance spontanément formés. Et il faut savoir, et même encore en Hongrie, on ne sait pas exactement, mais il faut savoir qu'il y avait beaucoup plus de pendaisons secrets entre 1946 et 1955, dans les procès politiques où on condamnait à mort et on exécutait secrètement les résistants, comme après la révolution hongroise dans le représailles, qu'on sait maintenant qu'il y avait à peu près 400 exécutions. Un exemple de ce réseau de résistance, la plupart étaient des jeunes, des réseaux sans direction supérieure, spontanément, quelques se formaient par leur propre idéalisme et l'amitié envers les démocraties occidentales et le sentiment de colère envers l'Union soviétique. En 1949, un petit exemple, et vous pouvez comme ça voir comment se déroulaient ces procès. Il y avait un célèbre chirurgien hongrois, Bilkei Pap, dont le fils, qui était jeune étudiant, également à l'université médecin, il a disparu un jour. Il n'est pas rentré à la maison. Alors, naturellement, les parents s'inquiètent. Ils demandent d'abord les hôpitaux s'il n'y avait pas d'accident, etc. Ils demandent ensuite la police normale, la police d'État, et ensuite même, après la police politique, le fameux AVO. Aucune trace, non, inconnu. Alors, ça passe 7 ans comme ça, que jamais cette célèbre chirurgienne et sa femme ne savaient pas où disparut leur fils. Et ils ont appris en 1956, donc 7 ans après. Mais comment? Quand la révolution a éclaté et les insurgés ont occupé une prison qui était dans la rue de Conti, une prison politique, parmi les papiers qu'on a trouvés dans les bureaux, on a trouvé un petit reçu qui justifiait que tel et tel procureur, en 1952, octobre, a reçu telle et telle somme
pour être présent, obligatoire, à l'exécution de Bilge et Pop Zoltán. Ainsi les parents, 7 ans après la disparition de leur fils, ont appris que en 56, 7 ans après, que leur fils était exécuté en 1952 octobre. Alors ça montre un petit exemple comme la police politique opérative, qui était directement dirigée par le KGB soviétique, comment il a liquidé méthodiquement ces réseaux de résistance en Hongrie, en secret, parce qu'il a fallu cacher devant le peuple hongrois et devant l'Occident que dans le régime existe en effet un réseau de résistance, des petits réseaux, de formation des petits réseaux contre les régimes. Alors, c'est une des raisons pour laquelle, quand il y avait cet affaiblissement des partis communistes dans les 7 populaires démocraties à cause de déstalinisation de Khrouchtchev, la Hongrie est allée beaucoup plus loin. La première occasion, il se manifestait tout de suite avec procurer des armes et immédiatement résister armes à la main. Et même quand les troupes soviétiques sont intervenues à l'aube même, 24 octobre, ils ont, au lieu de s'échapper et se rentrer chez eux, ils ont commencé à tirer sur les troupes soviétiques. Alors, c'est une des explications de pourquoi sur les 7 populaires démocraties où l'affaiblissement des partis communistes au pouvoir était identique, pourquoi en Hongrie quand même a éclaté, parce qu'ils étaient prêts moralement. Il y avait une jeunesse qui attendait la première occasion se révolter contre les troupes soviétiques, contre l'occupation soviétique. Et naturellement, pour la révolution, je ne peux rien dire, autre chose que c'était extraordinaire, pas de dirigeants, pas de coordinateurs, tout était spontané. C'est des petites gens volontaires qui se formaient, qui procuraient des armes, et ils ont commencé à s'opposer aux troupes soviétiques. Et, en fin de compte, Imre Nagy n'a pas fait la révolution. Son grand mérite, que le 4 novembre, quand l'armée soviétique a envahi avec plusieurs milliers de chars et 200 000 hommes la Hongrie pour écraser complètement la révolte hongroise, Imre Nagy, dans cette fameuse 4 novembre, dimanche, l'aube, quand il a fallu choisir, parce qu'il était un ancien communiste convaincu, quand il a fallu choisir entre sa conviction communiste et la fidélité à l'Union soviétique ou l'intérêt du peuple hongrois, il a pu écouter son cœur et il a choisi les Hongrois, l'intérêt des Hongrois, et il ouvertement a déclaré la solidarité avec les insurgés. C'est un acte de courage extraordinaire. Pour cela, volontairement, il a accepté d'être martyr. Il savait qu'il faut payer très chèrement. Et c'est pour cela que nous, les insurgés hongrois, qui se battaient armes à la main, il y avait 2 personnalités encore, comme nous sommes très attachés et nous respectons beaucoup. Ici en Occident, souvent on n'a pas compris comment ça se fait. Un cardinal conservateur, Mindszenty, et l'autre, un ancien communiste convaincu, Imre Nagy.
oui, c'est deux personnes que nous respectons uniquement et on s'incline devant leurs souvenirs, parce que tous les deux, dans des moments historiques difficiles, quand il a fallu vraiment, avec le courage, regarder le peuple hongrois, l'intérêt du peuple hongrois et défendre la Hongrie, ils se sont sacrifiés tous les deux. Cardinal Mindszenty était condamné à perpétuité et Imre Nagy, il était pendu en 1958 dans la période de représailles. Et voilà, 60 ans ont passé, j'ai maintenant 88 ans, bientôt j'ai passé 87, et je peux vous dire que pas un seul centimètre n'a pas modifié ma conception, mes souvenirs et ma conviction. Et pour moi, la révolution hongroise, c'était des groupes combattants qui volontairement, sans direction supérieure, sans organisateur, sans aide d'Occident, guidés uniquement par leur conviction, par leur courage et par leur idéalisme, ils se battaient désespérément pour la Hongrie en espérant que l'Occident va nous aider. L'Occident ne nous a pas aidés, alors la révolution était écrasée. Mais malgré ça, la victoire de la révolution était, maintenant étant écrasée, vainqueur, parce que le plus grand moteur, le plus important moteur de l'impérialisme soviétique, le moteur idéologique, l'attirance de l'idéologie communiste, a reçu une immense blessure parce qu'exactement le 80% des combattants armes à la main étaient des ouvriers hongrois. Et comme ça, ils ont démasqué le mensonge de l'idéologie communiste. Et merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Et je parlais tout à l'heure de la valeur alors non seulement de la valeur des témoignages, mais de la valeur des témoins aussi. Et c'est un récit que nous venons d'entendre et qui nous rappelle très bien que vous avez eu raison de parler, on va dire, alors je peux faire une formule en disant le bolchevique et le cardinal, que cette révolution de 1956, c'est, si on veut vraiment être précis sur les termes, alors effectivement c'est une révolution, c'est-à-dire que le but c'est de changer l'ordre établi, c'est-à-dire passer d'un système de parti unique totalitaire à un pluralisme. Donc c'est vraiment ce qui permet de caractériser le phénomène de révolution en termes historiques. Mais c'est surtout et avant tout un soulèvement populaire. Et dans ce soulèvement populaire, eh ben, il y a des gens de toute obédience, pour employer un terme religieux. Eh bien, il y a des croyants, il y a des athées, il y a des gens qui veulent le socialisme à visage humain, il y a des gens de droite, voire même d'extrême droite, bien sûr, il y en a aussi. Il y a vraiment un spectre extrêmement large, ce qui explique aussi pourquoi il n'y a pas vraiment de leadership, il n'y a pas vraiment d'organisation. Il y en a eu dans certains milieux, il y a eu évidemment des conseils ouvriers, il y a eu des choses organisées, mais il y a eu surtout vraiment une révolte du Hongrois, du citoyen hongrois, de la citoyenne hongroise, un soulèvement populaire. Alors maintenant, on va changer de témoin et on va passer à André Farkas, donc qui va nous rappeler à la fois ses souvenirs et puis surtout les autres événements qui caractérisent cette époque. C'est à vous. Mesdames, Messieurs, chers amis, les historiens, tout comme les amateurs de vin, portent volontiers leur attention sur les millésimes exceptionnels. 1956 en est un, sans aucun doute. Il ne nous a pas laissé de bouteilles mémorables, mais en matière de géopolitique, ce fut une année charnière, en raison des 3 événements qui ont ébranlé le statu quo international. Je vous les cite.
Premièrement, la révolte de Poznan en Pologne à la fin du mois de juin. Deuxièmement, la nationalisation du canal de Suez par le colonel Nasser un mois plus tard, le 26 juillet. Et enfin, naturellement, le soulèvement de Budapest le 23 octobre. J'ai aussi une raison personnelle pour vous rappeler ces trois dates historiques. Le hasard a voulu, et en fait, que je me trouve en 1956 à chacun de ces trois points chauds, juste avant ou pendant les événements. Je vous en parlerai donc à titre de témoin. N'oublions pas non plus que 1956 avait débuté par le surprenant discours de Nikita Khrouchtchev. Le 24 février, devant le 20e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique, celui-ci n'a pas hésité à achever Staline, pourtant mort et enterré déjà depuis 3 ans. Il démolissait, point par point, le souvenir de ce personnage porté au nu pendant 35 ans. C'était inattendu. Mais, derrière le rideau de fer, dans notre monde mal informé, voire pas informé du tout, les révélations de Khrouchtchev sont restées top secret. Seuls les dirigeants, triés sur le volet, avaient le droit de prendre connaissance du texte intégral, alors que dans la presse occidentale, son discours circulait librement. Par chance, mon métier m'a permis d'être dans le secret des dieux. À l'époque, j'étais rédacteur de politique étrangère du journal Esti Budapest, le quotidien du soir de la capitale hongroise. J'avais donc accès à la presse dite capitaliste, strictement interdite aux citoyens lambda. C'est ainsi donc que j'ai pris connaissance, quelques jours plus tard, de la version anglaise des tirades de Nikita dans le Times ou le Daily Telegraph de Londres. Mais avant que nous partions en voyage ensemble, en commençant par la Pologne, il est utile de préciser ce que le mot « voyage » entre les guillemets signifiait à l'époque pour les habitants de la République populaire de Hongrie. À l'instar de la confiture, nous avons été hermétiquement enfermés dans notre bocal de 93 000 km². Pas question de franchir les frontières du pays. Les journalistes étaient condamnés eux aussi au même régime. À quelques rares exceptions près, nous ne possédions pas de correspondants dans les pays dits capitalistes. Pour y remédier, tant bien que mal, nous avons été réduits à publier des articles fournis sur commande par quelques confrères et également camarades, employés par les journaux communistes des pays occidentaux, comme par exemple l'Humanité de Paris, le Daily Worker de Londres ou l'Unità de Rome. Je me rappelle aussi avoir conçu alors encore entre les guillemets, des reportages virtuels. Je m'explique. À l'aide de guides de voyage comme le Michelin ou le Baedeker, empruntés à titre exceptionnel aux archives très sélectives du ministère des Affaires étrangères, je me suis baladé de New York à Toronto ou de Hambourg à Amsterdam. Je fantasmais librement en pompant les renseignements destinés aux touristes d'un autre monde. Et ma foi, mon œuvre factice était colorée, la description de l'architecture précise et l'ambiance bon enfant. Après avoir visité musées et autres monuments historiques, je descendais dans les hôtels 5 étoiles, me nourrissais au meilleur restaurant et, cerise sur le gâteau, mon pensum, réalisé entre 4 murs à Budapest, n'a pas coûté cher en devises à notre patrie nécessiteuse. Vous imaginez donc ma joie lorsqu'au printemps de 1956, après moult démarches accompagnées de forts arguments et profitant aussi d'un petit réchauffement politique, j'ai reçu l'autorisation de faire un tour dans 3 pays communistes, la Tchécoslovaquie, la Pologne et l'Allemagne de l'Est. Une fois le principe admis, on m'a délivré un rôle de passeport, valable exclusivement pour ces 3 pays amis. Tout naturellement, j'étais aussi assujetti à des visas. Ma tournée printanière était en réalité le fruit de relations de bonne camaraderie que nous entretenions par téléphone entre les rédacteurs de politique étrangère, de journaux du soir, des soi-disant démocraties populaires. Notre petit club, composé de Tchèques, Est-Allemands, Polonais, Hongrois, Roumains ou encore Bulgares, avait l'habitude de faire du troc journalistique d'un pays à l'autre. En échange, par exemple, d'un compte-rendu sur l'excellente moisson céréalière en Bulgarie ou sur la fabrication de belles chaussures tchèques. Moi, je fournissais un article sur le formidable rendement des hauts fourneaux hongrois.
Fort de ces contacts amicaux, en débarquant sur les 3 capitales, j'allais donc de l'aéroport directement chez mes collègues. À Prague et à Berlin-Est, je dois dire, j'étais bien reçu. Le ton était convivial, mais mesuré. Et le vocabulaire demeurait malgré tout celui des journaux du parti. Alors, Varsovie était tout autre chose. 5 ou 6 collègues m'ont happé dès mon arrivée pour me mitrailler de questions. Alors, je fais ici une petite parenthèse linguistique. À cette époque, les Polonais étaient pour la plupart francophones. Comme je ne connaissais pas encore cette belle langue, ils s'adressaient à moi dans un anglais ou un allemand plus ou moins hésitant, ce qui les empêchait de finasser, de faire appel à la langue de bois. Leurs questions portaient toutes sur le même sujet, où nous en étions en Hongrie avec le dégel. Et ils citaient à répétition ce terme lancé 2 ans plus tôt par l'écrivain russe Ilya Ehrenburg. Ils voulaient savoir comment fonctionnait notre cercle Pétufi, jusqu'où allait l'engagement des intellectuels de Budapest et surtout si le courant d'Imre Nagy allait s'imposer à l'intérieur de notre parti unique. Car, à la même époque, la même lutte interne secouait le Parti communiste polonais. Le tandem stalinien Bierut-Cyrankiewicz, l'un à la tête du parti, l'autre du gouvernement, avait fait son temps. Il patinait. L'homme de rechange s'appelait Vladislav Gomulka, ancien secrétaire général du parti, emprisonné en 1951 puis libéré en 1954, après la disparition de Staline. Cet homme, âgé de 51 ans et d'esprit modéré, avait toutes les chances de prendre le pouvoir. Dès mon arrivée, il m'était clair que le feu couvait en Pologne, du moins dans les esprits, et que ça remuait surtout dans les usines. Mes amis journalistes, pragmatiques par nature, voulaient m'en apporter la preuve sur le terrain. Par quels moyens? Ils m'ont dit, tu as 2 semaines à ta disposition. C'est bien suffisant pour parcourir le pays en voiture, en long et en large, avec un collègue interprète. Pour le plaisir de tes yeux, tu passeras par Cracovie et la Baltique. Et pour te rendre compte que les gens sont au bout du rouleau, tu visiteras des usines, bavarderas avec les ouvriers à Katowice, à Gdansk, à Poznań, puis entre 2 escapades, si tu ne détestes pas quelques verres de vodka, tu viendras avec nous aux soirées des clubs des journalistes, des écrivains, des cinéastes, et alors là, tu auras toute ta chance à mesurer le ras-le-bol de nos intellectuels. Ils voyaient juste. 2 semaines m'ont suffi pour réaliser que la situation polonaise était pré-révolutionnaire. Je garde mon souvenir le plus saisissant d'une visite effectuée au fond d'une mine de charbon pas loin de Katowice. Là, 1000 mètres sous terre, ce qui n'est pas rien pour un claustrophobe de mon espèce. Nous avons parlé un peu de politique, mais avant tout et surtout de leur vie de tous les jours. Encore un aspect linguistique à noter, il se trouve que dans cette région silésienne, attachée à la Pologne, beaucoup de ces gueules noires parlaient allemand. Notre échange fut donc direct, sans traducteur et sans fioriture. Et je vous assure qu'il était hallucinant. Ces forçats, car il n'y en a guère d'autres termes pour les désigner, devaient exécuter des rendements surhumains, notamment sous le prétexte fallacieux que le camarade Stakhanov, mineur lui aussi, fournissait 14 fois sa norme dans une mine ukrainienne. Oui, 14 fois. Au fond de la terre, entouré de mineurs épuisés, ce conte de fées à la sauce Pravda sonnait encore plus ridicule que dans les journaux. Ces pauvres gens se tuaient au travail pour un salaire minable. Et ils n'arrivaient même pas à dépenser leurs maigres revenus dans les épiceries d'État aux étalages vides pour se nourrir correctement. Nous connaissons la suite logique des événements, la suite historique. Quelques semaines plus tard, le 28 juin 1956, 10 000 ouvriers des usines de Poznań sont mis en grève puis descendaient dans la rue, avec des pancartes hurlant ces quelques mots. « Zadamy chleba » nous exigeons du pain. Le message était clair. Ils voulaient tout simplement avoir de quoi manger après des journées de travail épuisantes. Mais pour le régime, c'est encore beaucoup trop. Konstantin Rokossowski, natif de Varsovie, ministre polonais de la Défense, mais aussi maréchal de l'armée soviétique, a fait donner les troupes. 10 000 soldats et policiers soutenus par 400 chars ont fait un carnage terrible dans les rangs des manifestants pacifiques.
À la fin de la journée, 70 morts et 600 blessés jonchaient les rues de Poznan. À ce moment-là, nos amis polonais, ennemis historiques des Russes, auraient pu choisir eux aussi la future voie hongroise. Soulèvement national et lutte armée contre l'oppresseur. Il n'en fut rien. Au mois d'octobre la même année, pendant que Budapest s'embrasait, Gomulka a pris le pouvoir. Il a viré Rokossovski et Bierut, puis joué une partie d'échecs avec Khrouchtchev, dont il est sorti gagnant. En améliorant quelque peu la vie de tous les jours de la population, Gomulka choisissait la transition pacifique. Il a libéré aussi, dans une certaine mesure, la parole dans les médias. À peine 4 semaines après les événements de Poznan, le 26 juillet, nous recevons au journal les dépêches de toutes les agences de presse du monde qui nous annoncent la décision surprenante du colonel Nasser. Il venait de nationaliser le canal de Suez. De réputation, nous connaissions déjà, bien évidemment, cet officier égyptien de 38 ans, agitateur politique depuis sa jeunesse, il rejoint l'armée à 20 ans, monte rapidement en grade. En 1952, il devient l'un des artisans du renversement du très obèse, très corrompu et très inefficace roi Farouk. Puis, durant 4 ans, en qualité de chef de gouvernement, il seconde le général Naguib, premier président d'une république égyptienne fraîchement déclarée. Mais cela ne lui suffit pas. Après un référendum de sa fabrication, il instaure le parti unique, fait voter une nouvelle constitution et fait tomber Naguib, son supérieur hiérarchique. Le 23 juin 1956, Nasser devient enfin président avec des pouvoirs dictatoriaux. C'est un putsch bien préparé, efficace, conçu sur mesure. Dès lors, il a les mains libres. Sa toute première décision est d'envergure. Il nationalise le canal en dépossédant ses actionnaires internationaux. À noter ici que, pas loin, la moitié des actions de cette voie stratégique étaient détenues par des intérêts franco-britanniques, ce qui explique certains futurs événements que nous allons analyser plus loin. Ce mémorable 26 juillet 1956 tombe un jeudi. Le lendemain, vendredi, il m'arrive un miracle. Il n'y a pas d'autre mot pour le qualifier. Alors que quelques mois plus tôt, j'ai eu le plus grand mal à obtenir l'autorisation d'aller jusqu'à Prague ou Varsovie, cette fois-ci, mon nouveau rédacteur en chef, ancien grand patron de Radio Hongrie, emprisonné sans raison sous Staline, récemment libéré et nommé à la tête de notre gazette pour remplacer un cousin illettré de notre ex-dictateur Rákosi, m'annonce, à ma grande surprise, que je pars au Caire, illico, en qualité de correspondant spécial de mon journal et aussi du quotidien central du parti, le Sabbat de Neb. Eh bien, pour une surprise, c'en est une. À partir de ce moment-là, tout va très vite, inhabituellement vite pour notre monde bureaucratique semé d'embûches. Le mercredi suivant, le 1er août, je monte dans un avion du KLM pour débarquer quelques heures plus tard au Caire, accablé de la chaleur haussienne où grouille un monde pour moi totalement inconnu. Autre monde, autre mœurs, point d'interrogation, oui et non. Dans ma patrie, j'étais déjà habitué à ce que tout soit régenté par le parti unique et ses cadres. En Égypte, j'ai découvert dès le premier jour que c'était l'armée et ses officiers qui faisaient tourner la machine. En mettant sur le trône avant lui le général Naguib, l'un des organisateurs du putsch contre le roi Farouk, Nasser a ouvert une longue série de dictatures militaires. Après Naguib, c'était lui-même, puis Sadat, puis Moubarak. Et 54 ans plus tard, aujourd'hui encore, c'est toujours le même système avec le maréchal Fatah al-Sisi aux commandes. Car en Égypte, la lutte pour le pouvoir se joue entre deux castes autoritaires. D'un côté, les forces religieuses, chapeautées par les frères musulmans, et de l'autre côté, l'armée de métier. Nasser, tout comme ses successeurs, n'avait aucune sympathie pour les frères musulmans, pour une bonne raison. Depuis 1928, depuis la création de leur mouvement, les frères avaient toujours voulu s'immiscer dans les sphères civiques. Il est intéressant à noter en passant que Nasser était l'ennemi juré aussi du voile islamique, sujet actuel de beaucoup de débats autour de la laïcité. Mais revenons au canal de Suez. Nasser s'en est emparé pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, il avait toujours détesté l'Angleterre dont son pays se trouvait dans la zone d'influence. Sur le plan économique, il préférait toucher l'intégralité du péage que rapportaient lors de leur passage les bateaux de toute nationalité plutôt qu'une commission. Et en même temps, il voulait prendre ses distances avec le monde atlantique dans le match international que nous appelions guerre froide. S'il ne souhaitait pas se joindre corps et âme au camp soviétique, il compterait d'entretenir des relations utiles avec celui-ci, tout en appartenant au club des pays non engagés formé un an plus tôt à Bandung et dont il était l'un des initiateurs. Qu'est-ce qui a incité Nasser, soudain, à saisir le canal, ce chef-d'œuvre bientôt centenaire de Ferdinand de Lesseps? Un incident imprévu tombé à point pour lui. L'Égypte avait en effet un vieux projet de construction d'un deuxième grand barrage avec une immense retenue d'eau en amont sur le Nil. Cet ouvrage véritablement monumental, prévu au niveau d'Assouan, avait deux vocations. Primo, empêcher les inondations durant la saison pluvieuse et secondo, accumuler d'énormes quantités d'eau d'irrigation. Tout cela pour rendre la vallée du Nil plus sûre, plus fertile. Cette immense bande de terre fournissait en effet non seulement une grande partie de quoi nourrir la population, mais aussi en quantité industrielle le fameux coton égyptien. Les plans techniques du barrage étaient déjà prêts, son financement assuré par la Banque mondiale et la direction technique confiée à un consortium anglo-américain. Or, peu de temps avant le démarrage du chantier, les Américains, grands producteurs de coton eux-mêmes, dans leur sud profond, ont soudain pris peur de la concurrence égyptienne. De son côté, le gouvernement britannique commençait à se poser des questions sur la vraie nature de ce nouveau dictateur militaire anglophobe. Début juillet, les anglo-saxons ont signifié par surprise et sans ménagement au Caire l'annulation pure et simple du projet. L'intrépide colonel n'a pas perdu de temps pour en profiter. Comme s'il n'avait attendu que cela. Quelques jours plus tard, il a tout simplement saisi, s'est approprié le canal, et pour faire d'une pierre deux coups, il a aussitôt confié le projet du barrage d'Assouan aux Soviétiques. Cette deuxième décision se basait sur une logique industrielle. Les Russes, en effet, étaient chez eux des grands spécialistes de la construction de barrages et de canaux. Et puis, politiquement parlant, les deux parties trouvaient leur compte. Nasser a sauvé son barrage pendant que Moscou a gagné une bataille dans la guerre froide. Je suis resté durant tout le mois d'août en Égypte, logé à la spartiate résidence de notre représentation nationale et tapé mes articles à la machine à écrire dans un bureau de la légation. Je voulais tout naturellement utiliser les bons et loyaux services de notre attaché de presse. Il devait me donner des idées, créer des contacts, me signaler des événements, transmettre des invitations. Or, ce jeune homme passait le plus clair de son temps à lire les journaux de Budapest, arrivé avec une bonne semaine de retard dans la valise diplomatique. C'est ainsi qu'il s'informait probablement des événements internationaux, y compris ceux de l'Égypte où il était en mission. Dès mon arrivée, il a mis les points sur les i. « Camarade Farkas, me disait-il, si tu as besoin de tuyaux, va voir au ministère. Que pouvais-je faire d'autre? J'y allais tout droit. Au ministère de l'Information. Et là, j'ai vu tout de suite que c'était l'armée qui nous informait. Parce que dans ce ministère, à l'exception des dactylos, tout le monde était en tenue d'officier. Sachant que l'Égypte se rapprochait de notre camp, je m'attendais à un traitement de faveur de la part de ces hauts gradés installés dans des bureaux confortables munis de gros ventilateurs qui tournaient sous le plafond. Je dois dire qu'ils étaient corrects, sans déborder d'amitié. La petite Hongrie, avec ses 10 millions d'habitants, sans pétrole, sans marine commerciale et sans banque à compte numéroté, ne les intéressait pas beaucoup. Ils faisaient leur travail strict, pas plus. Ils m'invitaient bien sûr aux conférences de presse de Nasser, m'ont amené à Port Saïd pour visiter le canal avec sa nouvelle organisation, me faisaient connaître aussi les quartiers populaires du Caire, où chaque passant, interrogé faussement à l'improviste, récitait son petit texte appris à l'avance en faveur du régime de Nasser. Naturellement, je n'étais pas dépaysé, c'était comme chez nous. Mais alors, ce qui m'a chagriné, c'est que le service de presse égyptien se montrait beaucoup plus serviable avec les envoyés des grands journaux occidentaux, de Times, Le Monde, la Neue Zürcher Zeitung ou de Wall Street Journal,
avait droit à des grands sourires comparés au petit rictus poli qui m'échouait. L'Égypte de Nasser avait des messages de propagande à adresser à l'opinion publique du monde occidental. Puisque dans notre bloc communiste, le public n'avait plus droit à sa propre opinion, c'était vraiment pas la peine de faire des efforts à notre égard. Fort heureusement, je me suis retrouvé avec mes collègues anglo-saxons. À l'occasion des conférences de presse de Nasser, suivies de bavardages, un verre à la main dans un petit restaurant gréco-italien. Mes confrères étaient sympathiques, ouverts, et contrairement à mon attaché de presse, ils m'ont passé des tuyaux, eux, sans crainte que mes journaux, rédigés dans une langue incompréhensible, pour, comme on dit maintenant, une clientèle captive, leur fassent de la concurrence. En échange, à l'instar des Polonais, ils m'ont posé eux aussi de nombreuses questions sur le dégel. Ils avaient d'ailleurs l'air parfaitement au courant de l'état d'esprit de notre monde isolé. Et puis, en matière de contact, j'ai eu une autre aventure assez surprenante. Parti visiter Port Saïd en compagnie d'un capitaine égyptien. Dans un véhicule de l'armée, nous avons embarqué en cours de route un homme grand et musclé autour de la quarantaine. Il parlait un anglais raffiné en roulant les airs. C'était le correspondant des Izvestia de Moscou. L'excursion était très intéressante. Nous avons appris comment les techniciens et les pilotes hindous et égyptiens faisaient fonctionner au pied levé le trafic sur le canal, à la place du personnel anglais et grec licencié. Puis notre officier égyptien nous invitait à déjeuner pour nous faire déguster, comme il l'a dit, un délice de la cuisine locale. C'était du pigeon rôti. Il était noyé dans une sauce verte immonde arrosée de Coca-Cola. Non seulement le plat était immangeable, mais il n'y avait ni vin ni bière pour faire passer le mauvais goût. Nous farfouillions tristement dans nos assiettes lorsque le Russe, profitant d'une minute d'absence du capitaine, m'a fait un clin d'œil pour dire « En rentrant au Caire, tu viendras manger chez moi ». Et croyez-moi, mes chers amis, après le pigeon, c'était le bonheur. Il a déballé de son frigo toutes sortes de pirochki, des poissons marinés, des saucisses et des pâtés, le tout accompagné de cornichons et de poivrons en saumure avec du bon pain noir, le tout arrosé de vin grec glacé légèrement moelleux. Plus nous vidions nos verres et plus mon confrère soviétique abandonnait le langage appris dans les séminaires du Parti communiste. Il voulait savoir, lui aussi, où nous en étions avec nos dégels, en laissant même sous-entendre, sans aller trop loin, que depuis le discours de Khrouchtchev, dans certains cercles moscovites, des intellectuels commençaient là-bas aussi à se poser des questions. Le coup de force de Nasser avait précédé de 3 mois l'explosion de Budapest. Certains analystes mettaient les deux événements en parallèle. Pourquoi ? Rappelons-nous que 2 jours après l'invasion soviétique, qui a eu lieu le 4 novembre, donc le 6 novembre, des parachutistes français et anglais et britanniques ont sauté sur Alexandrie et Port Saïd, afin de reprendre à l'Égypte le canal de Suez, pendant que l'armée de terre d'Israël attaquait du côté de Gaza et le Sinaï. Certains experts en géopolitique en ont tiré la conclusion que c'était du donnant-donnant entre les deux camps adverses. Les soviétiques sont mouillés en Hongrie, ce qui a permis aux occidentaux de se mouiller en Égypte. En réalité, l'opération de parachutage baptisée Mousquetaire avait été décidée avant le soulèvement de Budapest, dans le cadre d'une conférence ultra-secrète organisée au niveau gouvernemental entre Français, Britanniques et Israéliens, à partir de 21 octobre, soit 2 jours avant le soulèvement de Budapest et 14 jours avant l'invasion russe. Autant dire qu'il fallait être prophète pour prévoir ces 2 événements en Hongrie. Comme chacun sait, l'opération de parachutage fut stoppée net après l'intervention des Nations Unies à l'instigation conjointe de la Russie et des États-Unis. Je suis rentré du Caire le dernier jour du mois d'août. Comment aurais-je pu imaginer que moins de 2 mois plus tard, le point focal des événements internationaux se déplacerait du canal de Suez à Budapest? Et pourtant, cette fois-ci, je n'avais pas besoin de voyager pour y assister. Le 23 octobre m'a trouvé à mon bureau. C'était un mardi comme un autre. Mais depuis la veille, depuis la réunion des élèves ingénieurs à leur faculté et la proclamation de leur programme politique en 16 points, il y avait de l'électricité dans l'air. Notre rédaction se trouvait dans un bâtiment moderne à côté de l'ancien Théâtre National, en plein centre-ville. Je n'avais pas besoin de me déplacer à la rédaction. L'info de toutes les sources possibles venait à moi. Le soir du 23 octobre, il était clair que ça bougeait sérieusement. Vidant dépôts et casernes, des jeunes gens en civil s'armaient spontanément et des unités de l'armée hongroise se joignaient à eux. Après l'incident devant la maison de la radio, ça commençait à tirailler dans les rues de Budapest. J'ai décidé donc de passer la nuit au journal.
Cette nuit du 23 octobre, vécue à la rédaction, est devenue la première d'une série de 11. Mes fenêtres donnaient sur le fameux carrefour du boulevard Circulaire et l'avenue Rákóczi. Vers minuit, la statue géante de Staline, fraîchement déboulonnée de son socle, tractée par un gros camion, arrivait sous mes yeux devant le Théâtre National. Une nuée de badauds équipés d'outils a aussitôt attaqué le grand homme déchu pour le découper en morceaux. Vers 2 heures du matin, c'est plusieurs longues colonnes de chars de l'armée soviétique, tourelles fermées, sans qu'aucun fantassin ne les accompagne, passaient sous mes fenêtres sur le boulevard. Ils suscitaient un vacarme infernal. Leur but, impressionner la population, lui faire peur. On connaît la suite. La menace soviétique, finalement, s'est avérée contre-productive. Elle a réveillé les instincts guerriers de nos compatriotes. Sans vouloir ici rentrer dans les détails, mon propos d'aujourd'hui est de vous dire, après 60 ans de réflexion, ce qui me frappe le plus dans ces 12 jours exceptionnels. En 2 mots, sa spontanéité sur tous les plans. Je m'explique. Aucun parti d'opposition, aucune organisation autorisée ou clandestine, aucune idéologie n'avait préparé ce soulèvement armé. C'était le ras-le-bol de tout un peuple qui n'en pouvait plus. Parce que son économie, son mode de vie, sa culture, sa vie politique, son indépendance nationale étaient tous en cause. Bien sûr, depuis 1 an ou 2, il fallait compter avec la fermentation des esprits, avec les débats de plus en plus tranchants des intellectuels, sans oublier la guerre larvée des diverses fractions du parti au pouvoir avec le duel Rákóczi-Nagy. Mais qui aurait osé imaginer, voire suggérer une telle révolte armée spontanée? Au-delà de la lutte armée, toujours aussi spontanément, la population prit en main aussi la gestion de ses propres affaires. Des conseils ouvriers sont formés dans les usines pour s'occuper de leur gestion. Des conseils citoyens sont formés pour gérer les villes et les villages. Une garde nationale a vu le jour pour veiller à la sécurité des citoyens et des biens. Et enfin, des journaux et des radios libres ont vu le jour aussi spontanément pour informer le lecteur et l'auditeur. Sans censure, sans langue de bois, tout cela en moins de 2 semaines. Et puisque nous en sommes au chapitre des médias, j'aimerais vous raconter ma propre expérience dans le domaine de la presse libre. Elle était, elle aussi, parfaitement spontanée. J'en profite également pour rendre hommage ici à un personnage mémorable de la Révolution de 1956. Les événements de la journée du 23 octobre ont réduit au silence les publications qui logeaient dans notre bâtiment. L'organe central du parti paraissait encore quelques jours en modèle réduit, mais les journalistes, pour la plupart, se sont dispersés dans la nature. Il restait toutefois du personnel à l'imprimerie. La grande porte d'entrée de notre immeuble restait ouverte. Les curieux, armés ou pas, rentraient librement comme dans un moulin. Or, dans la journée du 29 octobre, un groupe armé bien organisé passe la porte. À sa tête, un homme de carrure à l'allure décidée, ses cheveux foncés coiffés en arrière. Il s'engage aussitôt sur l'escalier conduisant à la mezzanine avec l'air de quelqu'un qui cherche à se loger. Moi, curieux, je descends en même temps. Nous nous croisons à mi-étage. Il me dévisage, puis me demande de but en blanc si je suis journaliste. Ma réponse est affirmative. Alors, sans m'avoir jamais vu, il m'adresse la proposition la plus cocasse de mon existence, celle-ci aussi empreinte de spontanéité. « J'ai besoin d'un quotidien », il me dit. « Tu peux me faire ça tout de suite ?» Je précise ici que j'étais libre comme l'air. Notre imprimerie était largement pourvue de papier et d'encre, le tout, comme on disait à l'époque, propriété du peuple. Et j'avoue volontiers, à 25 ans, j'aimais bien l'imprévu, j'aimais l'aventure. Curieux tout de même de savoir de quel ciel tombait mon interlocuteur avec son armée privée, je lui ai posé la question. « Je suis le président du Comité national révolutionnaire », m'annonçait-il avec sérieux. C'était bien vrai, mais son comité n'était pas vieux, il l'avait créé le matin même. Ma deuxième question concernait son programme. Eh bien, il avait son programme politique aussi, rédigé en 25 points. Je l'ai parcouru rapidement, debout, sur les marches. Il était bien conçu, logique, complet, il m'a plu. Je n'ai su que plus tard qu'il l'avait dicté à sa femme, la veille dans leur cuisine. Voici comment j'ai fait la connaissance de József Dudas, 46 ans à l'époque. Sur le coup, je n'ai pas appris grand-chose de sa vie. Je n'ai su que par la suite que cet homme, dès le premier abord sympathique, d'une vitalité débordante,
natif de la Transylvanie, avait rejoint très tôt le Parti communiste illégal, ce qui lui a coûté 6 ans de prison. Dudas a participé tout naturellement à la résistance contre les nazis et il était même membre de la fameuse délégation du général Farago que Horthy a dépêché fin septembre 1944 à Moscou pour négocier un armistice séparé avec le gouvernement soviétique. J'ai appris aussi qu'après la guerre, il a intégré le parti des petits propriétaires du centre droit, Kishgolda, peut-être en qualité de taupe communiste ou parce qu'il s'était fâché avec ses anciens camarades. Et qu'à cause de cela, il a été interné pendant des années. Libéré en 1954, il a profité pendant 2 courtes années de ses études d'ingénieur pour travailler comme ouvrier spécialisé. Dudas était plus rapide que le vent qui sentait tourner à son avantage, qui lui a fait pousser des ailes pour atteindre des sommets. Le sommet des sommets. S'il connaissait la légende d'Icare, il ne m'en a jamais parlé. D'ailleurs, nous nous sommes vus très sporadiquement, toujours pour des courtes palabres. Il avait d'autres personnages à rencontrer, Imre Nagy ou le général commandant des forces soviétiques, et j'en passe. Ils traitaient tous d'égal à égal. Il a même adressé un message solennel aux Nations Unies. Mais pour le quart d'heure, il voulait son journal. Il avait déjà le titre. Indépendance. Le même que celui que mon père dirigeait 20 ans plus tôt dans la ville de la Grande Plaine d'Ebrecen. C'était à la fois un programme national et une tradition familiale. Ça m'allait bien. Dudas m'a expliqué qu'il voulait lancer le journal du peuple. Je lui ai répondu que je ne voulais pas de slogan, même si parler du peuple est à la mode. Mais il insistait. Moi, je veux vraiment le journal du peuple, ça veut dire que tout le monde vient ici et que les gens t'apportent leurs articles. Après, tu les corriges pour les publier. C'est ton métier. J'ai observé que ça risquait de faire de la pagaille, en utilisant un mot moins convenable. Non, non, me disait-il, ça sera l'expression de la vraie base. Je voulais surtout savoir, moi, comment les gens allaient deviner qu'ils pouvaient m'apporter leur papier. Sa réponse ne tardait pas. Il y a des foules autour de moi, il suffit que je leur fasse savoir. Et le plus étonnant, c'est que tout cela n'était pas faux. Les gens arrivaient de partout, m'apportaient tous les sujets du monde, rédigés sur des bouts de cahiers d'écoliers. Des gribouillis difficilement lisibles, mais chose inimaginable de nos jours, les fautes d'orthographe étaient rares. Tous les jours, tant que notre aventure de courte durée subsistait, j'ai réussi à sortir un journal complet. Sans pouvoir garantir sa qualité journalistique, j'affirme sans crainte que ce fut la voix non falsifiée du peuple, expérience relativement unique et une preuve supplémentaire de spontanéité. Notre aventure était éphémère comme notre révolution. Le 4 novembre 1956, à l'aube, l'armée soviétique a donné l'assaut. Après les batailles de rue acharnées, c'était la répression impitoyable. Nous savons aujourd'hui, grâce aux vieilles archives soviétiques, que dès le 30 novembre, 3 poids lourds moscovites se sont réunis pour cogiter à ce sujet. Malenkov, ex-porte-coton de Staline, Souslov, l'homme triste de la propagande, et Serov, le patron redouté du KGB. Et ces 3 ont fait passer un ultimatum à Kadar, en exigeant sans tarder quelques procès exemplaires. Tous devaient se conclure par la peine capitale. Ils ont joint aussi quelques noms à leur oukase. Parmi les victimes désignées d'avance, et en toute première place figurait József Dudas. Peu de temps après, un procès expédié en toute vitesse devant un tribunal militaire hongrois a scellé son sort. Condamné au nœud coulant, selon certaines sources non confirmées, il était simplement battu à mort dans un fond de cave. C'est ainsi que József Dudas, mon associé de courte durée, est devenu le tout premier martyr de notre révolution. Son souvenir mérite amplement une pensée amicale et reconnaissante de notre part. Oui, mes chers amis, 1956, cette année exceptionnelle, s'est terminée pour notre pays par une répression sans pitié, suivant l'instauration du régime communiste bancal de Kadar. Mais pour beaucoup parmi nous, c'était aussi l'exode, le départ vers un monde inconnu ou peu connu, le début d'une vie nouvelle pleine de défis, pleine d'espoir. 60 longues années plus tard, en faisant notre bilan personnel, il me semble que nous y avons tous trouvé notre place. Une bonne raison de nous en réjouir ce soir ensemble. Merci pour votre attention. Merci. Donc on a fait un voyage, effectivement.
les événements de Pologne sont extrêmement importants dans le déroulé de ce qui va se passer ensuite à Budapest, puisque, comme vous le savez, pour la plupart d'entre vous, les motivations, notamment des étudiants, on en a parlé l'année dernière, c'était aussi de se solidariser avec ce qui se passait en Pologne et de manifester non seulement de l'intérêt vis-à-vis du mouvement polonais, mais aussi d'exiger que le régime hongrois se libéralise de la même façon. C'est-à-dire qu'il arrive un homme aussi libéral que Gomulka, qui sera moins libéral par la suite, mais c'était l'impression du moment. Alors, ce qui est important dans cette journée et dans la soirée que nous avons ici, c'est aussi de se poser la question, au-delà de ce que nous racontent les témoins, comment ensuite se construit la mémoire de 1956, c'est-à-dire comment on instaure officiellement ou de façon para-officielle, ou alors en Hongrie évidemment sous le manteau, dans l'illégalité totale, la mémoire de 1956. Comment on commémore, qu'est-ce qu'on commémore, qui commémore, comment la mémoire se construit, comment elle se cristallise autour de personnalités, par exemple, autour de martyrs, autour d'événements particuliers de la Révolution de 1956. Est-ce que c'est le 23 octobre qui fait sens? Est-ce que c'est le 4 novembre qui fait sens? Bon, on peut se poser un certain nombre de questions quant à la construction de la mémoire. Alors, c'est pour ça que maintenant, nous allons laisser la parole à Esther Besson-Polacek, qui est anthropologue et historienne, donc qui fait une thèse sur précisément la commémoration de 1956 chez les exilés hongrois en France, et qui s'interroge donc sur ces mécanismes de construction de la mémoire de 1956. Esther, c'est à vous. Oui, bonsoir. Avant tout, merci beaucoup pour cette invitation. Merci Madame Aurel. Et je voulais aussi tout particulièrement remercier Monsieur Chouianski, avec qui j'ai eu de nombreuses heures de discussion, étant donné qu'il est on peut dire le pilier des commémorations de 1956 en France. Alors, en quelques mots, pourquoi j'ai entrepris ce travail? Je dirais que, comme Monsieur Ketchkech, mon père à 16 ans a aussi tapé sur la statue de Staline avant de partir en France. Lui n'a absolument jamais commémoré ou fréquenté spécialement les cercles hongrois en France. Et c'est un peu par hasard, finalement, en venant à l'Institut hongrois, que je me suis rendu compte qu'il y avait des commémorations. Et pour le coup, 4 commémorations quand même par an, ce qui n'est pas rien. Je me suis dit, bon, je vais aller voir un peu pourquoi déjà autant de commémorations et comment elles s'organisent. Alors ce soir, je vais intervenir plutôt en tant qu'anthropologue. Alors l'anthropologue est cette curieuse personne qui vous observe dans les commémorations, qui donc de plusieurs personnes me connaissent déjà et à qui je pose de curieuses questions du type pourquoi êtes-vous là ce soir? Pourquoi souhaitez-vous assister à cette commémoration? Voilà. Donc, à partir de là, je vais vous faire part de mes premières observations. Alors, donc, comme je le disais, à Paris, il y a 4 commémorations par an. L'une se fait sous une forme d'abord de messe solennelle à la mission catholique hongroise, suivie d'un dépôt de gerbes sur la plaque commémorative dédiée au cardinal Mindszenty. Ensuite, une commémoration imposante est organisée sur les Champs-Élysées sous l'égide de Monsieur Chouianski et sous l'Arc de Triomphe, permettant le ravivage de la flamme du soldat inconnu, ainsi qu'un dépôt de gerbes sur sa tombe. Ensuite, une soirée commémorative est organisée ici même à l'Institut hongrois, en langue hongroise. Et enfin, un dépôt de gerbes est fait sur la tombe symbolique d'Imre Nagy, qui a été érigée au Père-Lachaise en 1988. Alors, qu'est-ce que commémorer, déjà? Alors, pour revenir un peu aux fondamentaux plutôt de l'anthropologie, commémorer, c'est d'abord convoquer la mémoire des défunts.
c'est convoquer celle des héros et des dieux de l'Antiquité, et ensuite celle des saints durant le Moyen-Âge. C'est une cérémonie qui relève du sacré par opposition au monde profane, au sens où elle s'extrait des actes quotidiens en respectant un rituel, c'est-à-dire une série d'actes normés reproduits à intervalles réguliers. Ici, en l'occurrence, chaque année. Le sociologue Émile Durkheim parlait d'un rite qu'on nomme un rite piaculaire, pour votre culture générale, c'est-à-dire d'une fête triste permettant d'expier l'angoisse et la tristesse, et dont le but est de créer une communauté morale à la fois intellectuelle et affective. L'anthropologue Victor Turner employait, lui, le joli terme de rite d'affliction. Alors, comment chacune de ces commémorations, à sa manière, rend-elle hommage aux défunts? Quelles communautés font-elles ainsi autour du culte des morts? Alors, je ne suis pas si douée que M. Ketchkis pour les PowerPoint, je dois vraiment travailler ça. Mais j'ai quand même amené quelques photos. Mission catholique. La mission catholique. Alors, la mission catholique. Alors, qu'est-ce qu'on a là? J'ai déjà, par exemple, là, un dépôt. Là, c'est la messe solennelle. On peut regarder ça. Voilà, je m'excuse, j'ai photographié les personnes de dos, parce que pour celles qui ne souhaitaient pas être vues. La cérémonie commémorative. Donc déjà, il faut savoir que la mission catholique hongroise a joué un rôle clé dans l'accueil des migrants hongrois, et plus particulièrement grâce au père Imre Gácsér, qui dirigeait l'Office des réfugiés en 1956. La cérémonie commémorative se déroule comme suit. Les membres du comité paroissial, brassard aux couleurs hongroises au bras, accueillent les fidèles. Tout le monde se connaît, ils discutent agréablement. Puis débute la messe en hongrois. Sont présents à droite de l'autel les membres du conseil paroissial, mais aussi ceux de l'ordre de Malte et les invités d'honneur. Au premier rang, l'ambassadeur de Hongrie, donc vous y étiez, l'attaché militaire, le directeur de l'Institut hongrois, vous y étiez aussi, et un suppléant. Éventuellement, un discours du prêtre fait transition entre la messe et la cérémonie de caractère profane, puisque tenue par les civils. Au fil de la cérémonie, plusieurs termes sont particulièrement employés, et plus qu'à l'occasion peut-être d'autres cérémonies. C'est notamment, mais un terme qu'on a retrouvé communément ici ce soir, c'est le terme de martyr. Alors évidemment, le terme de martyr, le terme de martyr est le thème du sang qui a coulé pour la liberté et l'indépendance de la Hongrie. Le lieu et bien sûr et la messe rappellent le sacrifice qui ramène à celui de Jésus-Christ, mort pour que soit sauvé le genre humain et triomphe la bonne parole. Ainsi, le sacrifice, en quelque sorte, réclamé par le Goliath soviétique et païen, pour que soit maintenu en place son pouvoir, est transfiguré en témoignage d'une nouvelle foi en la liberté. Une liberté qui est sacrée. Et c'est l'étymologie même du terme sacrifice, c'est-à-dire rendre sacré, la liberté en l'occurrence. On retrouve d'ailleurs un peu les mêmes étymologies dans des termes áldozat ou áldás, des relations. Ainsi, le martyr, qui vient du grec martus, est le témoin, quelqu'un qui se laisse tuer en témoignage de sa foi plutôt que d'abjurer. C'est leur sacrifice même qui leur donne leur légitimité au sein de la communauté, tout comme c'est le martyre des Hongrois qui leur confère une nouvelle légitimité au sein de l'Occident en tant que combattants de la liberté, au nom et pour tous les peuples opprimés. Et c'est ce qui est très souvent d'ailleurs repris dans les médias français. Et c'est notamment le sens du texte d'Albert Camus quand il parle du sang des Hongrois et du sacrifice des Hongrois qui ne devait pas être vain. Et donc de l'importance du témoignage indispensable pour relayer le sens de ce sacrifice. C'est pourquoi les anciens combattants de 56 qui interviennent à l'occasion de cette commémoration, comme M. Chouyansky et maintenant par des membres du comité du souvenir franco-hongrois de la Révolution hongroise de 56, leur témoignage a une importance particulière parce qu'ils interviennent en tant que témoins oculaires. C'est ceux qui ont vu et qui disent la vérité.
Témoigner, faire le récit de ses souffrances, créer une communion avec le public autour d'émotions partagées qui fait que chacun peut ressentir la souffrance qu'exprime le témoin et qui fait référence à toutes les autres souffrances. Le témoin permet ainsi d'expier en revêtant le rôle social qui est le sien. Dès lors, témoigner, c'est aussi dire la vérité lorsque règne le mensonge ou le silence dans le pays d'origine. Après le témoignage, retentit l'Ave Maria de Schubert, interprété soit par une chanteuse qui s'appelle Anna Kovacs-Juliana, ou bien, je crois, à la clarinette, et qui confère à la commémoration une charge émotive très forte. Comme l'écrit l'anthropologue Arnold van Gennep, ce chant permet alors de créer un moment, ce qu'on appelle un moment liminaire, un moment suspendu dans le temps au cours duquel les vivants et les morts se retrouvent. Parallèlement, plusieurs petits groupes déposent une gerbe ou une couronne de fleurs au pied de la stèle commémorative érigée en 1992 en l'honneur du cardinal Mindszenty à l'occasion du centenaire de sa naissance, par une stèle qui a été érigée par Alexander Bonait et Tibor Lé et grâce à M. Jankovic, entre autres, ou de la famille Prokech encore. Comme vous le savez, le cardinal Mindszenty est une figure controversée. Selon Margit Bolhaug, qui écrivait une biographie très fouillée à son sujet, le cardinal, surtout dans sa jeunesse, était, selon elle, en quelque sorte le produit de son époque et témoignait d'un certain antisémitisme. Mais toujours est-il qu'il s'opposa au régime des croix fléchées de Ferenc Szálasi et qu'il sembla choqué par les déportations. Emprisonné en 1949, on l'a dit, par l'État communiste suite à un procès qui n'avait rien à envier au procès stalinien des années 30, il fut libéré en 1956. Tout en restant très certainement un homme conservateur, garant des traditions hongroises, il prononça un discours radiophonique de soutien à la Révolution et au gouvernement d'Imre Nagy, insistant auprès des médias étrangers sur le fait qu'il n'avait aucune intention de rétablir l'ancien régime. Et on trouve plusieurs articles dans les médias français à ce sujet. Après 1956, donc, il resta enfermé 15 ans durant à l'ambassade des États-Unis jusqu'à ce qu'il en soit libéré et décide de s'installer à Vienne en revendiquant jusqu'à son décès le 6 mai 1975 le titre de primat de Hongrie. En 1991, sa dépouille fut rapatriée à Esztergom. Les gerbes déposées, les couronnes déposées au pied de cette stèle commémorative donnent à voir ceux qui anime en quelque sorte la vie de la communauté hongroise en France. Il y a le comité du souvenir franco-hongrois de la Révolution hongroise de 1956, bien sûr. Il y a aussi la couronne déposée par l'ambassade, l'Institut hongrois, ou encore l'association Alcyon, qui a édité un livre de témoignages sur la Révolution hongroise de 1956. Il y a également l'Ordre de Malte ou encore l'Église protestante et l'association Amitié France-Hongrie. Finalement, la chanson Hain Rózsa volnék, composée par János Bródi du groupe Illés dans les années 70 et qui fut interdite jusque dans les années 80, est entonnée par le public. C'est un moment d'intense émotion. Finalement, les drapeaux sont inclinés et l'hymne hongrois retentit. À l'issue de la cérémonie, tous se retrouvent au sous-sol pour partager un repas traditionnel. La commémoration devient ainsi une tradition, s'insérant dans une vie communautaire. Une communauté réunie autour d'un certain nombre d'étapes et qui se reproduisent chaque année. Un certain nombre d'événements, le marché de Noël, et ainsi la commémoration de 1956 fait partie intégrante de la vie de cette communauté. Alors, on pourrait dire que certaines traditions sont de l'ordre du folklore, et comme disaient certains anthropologues, le folklore finalement est mort à partir du moment où on ne s'en saisit pas, chaque génération ne s'en saisit pas justement pour la maintenir vivante et en faire quelque chose dans sa propre vie. Mais là, on peut dire que finalement, dans ce groupe, dans cette communauté, ce qui est vivant, c'est le fait de se rencontrer, le fait de partager un repas, et le fait et la mémoire de 56 est également l'occasion de le faire.
Alors maintenant, la commémoration sur l'Arc de Triomphe. Avant même l'arrivée de Jane Szujanski en France, les membres de la communauté hongroise de Paris, qui est vêtue d'habits traditionnels, ont déposé des couronnes de fleurs sur la tombe du soldat inconnu. Comme M. Kecskes l'a mentionné, le 7 novembre, il y a également une grande manifestation organisée sur les Champs-Élysées et jusque sous l'Arc de Triomphe. En marge de la manifestation, alors moi j'ai 3000, mais apparemment c'est 5000, jeunes attaquent le siège de l'Humanité. Parmi eux, il y a Robert Péntek, qui est membre du MHBK, donc Magyar Harcosok Bajtársi Közösség, et de la Légion étrangère, retourné combattre en Hongrie en 1956. D'ailleurs, j'ai retrouvé un article de lui récemment. Il est interviewé par un journaliste du Parisien Libéré à la frontière juste autrichienne quand il revient. Donc, ça peut être intéressant. 2 ans plus tard, il fondera le Cercle des anciens combattants français d'origine hongroise ayant combattu dans la Légion étrangère. En effet, l'autorisation de raviver la flamme du soldat inconnu n'est accordée qu'aux soldats, et là je parle sous votre contrôle, accordée qu'aux soldats ayant combattu au sein des troupes françaises. C'est donc au travers de cette association que sera demandée l'autorisation et qu'elle sera accordée. La commémoration du 11 novembre, concomitante à l'écrasement de la Révolution, est l'occasion d'abord pour les Français de rendre hommage sous l'Arc de Triomphe et au pied des monuments aux morts partout dans le pays à tous les combattants de la liberté. La première commémoration organisée par M. Szujanski, les combattants hongrois de la liberté et donc l'association, le Cercle des anciens combattants français d'origine hongroise de la Légion étrangère, a lieu en 1958. Comme l'écrit lui-même M. Szujanski dans son livre Küzdelem a kommunizmus ellen, la commémoration permettait de poursuivre le combat pour l'indépendance de la Hongrie par des moyens politiques. Le but de cette cérémonie hongroise sur l'Arc de Triomphe parisien était de remplacer les bouquets de fleurs piétinés à Budapest par de grandes couronnes de fleurs rouges, blanches et vertes déposées sur la tombe du soldat inconnu et de remplacer les cierges brutalement piétinés en Hongrie par le ravivage de la flamme. L'énorme élan d'émotion et de sympathie engendré par la répression de la Révolution hongroise finit par retomber, les regards se portant sur la crise du canal de Suez et la guerre d'Algérie. De Gaulle, revenu au pouvoir en 1958, se décharge sur l'ONU de l'affaire hongroise et maintient l'équilibre de la guerre froide, allant jusqu'à inviter Khrouchtchev à Paris dès mars 1960. Avant son arrivée, les autorités françaises arrêtent M. Szujanski, ainsi que bon nombre d'autres dissidents, pour les placer en résidence surveillée durant 1 mois en Corse. De Gaulle proclame l'indépendance de l'Algérie le 3 juillet 1962. Le 22 août, l'OAS, Organisation de l'armée secrète, organise un attentat contre De Gaulle, l'attentat du Petit Clamart. Comme vous le savez, 3 Hongrois figurent parmi les auteurs de cet attentat, László Varga, Lajos Márton et Gyula Sári, ce qui fait du tort à M. Szujanski, puisque dont la proximité avec les personnes le rendent peu fréquentable au sein des cercles politiques et médiatiques français. Je peux le dire comme ça. Ainsi, en 1966, il confie à Yves de Dorouvar la mission d'organiser le 10e anniversaire de la Révolution. D'origine hongroise par la branche paternelle et auteur par ailleurs d'un livre sur Trianon, ce dernier parvient à convier des personnalités en tant qu'amis intimes de De Gaulle, tels que les sénateurs Jean Le Canuet ou Pierre Marcillaci ou encore l'ancien ministre Marcel Edmond Negelen et l'écrivain Jules Romain. Bon. Si dans les années 70, la fréquentation des commémorations diminue, l'anticommunisme s'affirme, notamment après la publication de l'archipel du Golag de Solzhenitsyn à Paris en 1973. M. Szujanski et son ami et collaborateur István Németh sont alors régulièrement invités au sein d'organisations telles que l'Union pour la solidarité européenne, le Comité de liaison pour la libération de l'Europe de l'Est appelé Coliprop, ou encore la Fédération des intellectuels libres ou le Groupe de Paris. Tout au long des années 1980, les commémorations fédéreront les mouvements anticommunistes à travers le monde. Par exemple, à l'occasion des combats des troupes soviétiques en Afghanistan, la délégation de Massoud est invitée par M. Szujanski à défiler en sa compagnie sur les Champs-Élysées. En 2003, suite à la chute du maire, M. Szujanski décide de ne plus intervenir dans les affaires hongroises, laissant le libre jeu démocratique du pays s'exprimer. En 2003, l'association des combattants hongrois de la liberté est dissoute, remplacée par le comité du souvenir franco-hongrois de la Révolution hongroise de 1956.
Alors que les commémorations se poursuivent encore aujourd'hui, M. Chouïanski a contracté un accord officiel avec la Confédération internationale Charles de Gaulle afin que ces commémorations puissent se poursuivre. En ce qui concerne le rite commémoratif lui-même, suite à la boucherie de la Première Guerre mondiale qui poussa à l'affrontement des armées de conscrits, chaque village et chaque famille étaient décimés. Voulant partir, chaque famille voulait partir à la recherche des corps et des défunts pour leur donner une sépulture. Le soldat inconnu représente, selon le général Weygand, représente le fils de toutes les mères qui n'ont pas retrouvé leur fils. Un inconnu est alors enterré sous l'Arc de Triomphe, dédié au triomphe des armées sous l'Arc de Triomphe, qui lui est même dédié au triomphe des armées de la République et de l'Empire contre les ennemis coalisés de la France. La flamme éternelle est symboliquement ravivée le 14 juillet et le 11 novembre. Contrairement au cimetière, où on rend hommage aux défunts de manière individuelle ou en cercle restreint, au sein du cercle familial, les commémorations, on rend hommage aux soldats inconnus en groupe et uniquement les groupes légitimés sont autorisés à procéder au ravivage et au dépôt de gerbes. Comme je l'ai mentionné, uniquement des personnes françaises ayant combattu sous les drapeaux français. Oui. Ah oui, oui. Ouais. Alors, oui, c'est l'autre fiche. L'entrée dans la sphère du sacré lui-même se fait au moment où la circulation est fermée sur les Champs-Élysées. Je dois dire que moi-même, je n'ai pas d'élan patriotique spécialement marqué, mais j'ai été assez impressionnée par ce moment-là où on se retrouve face à l'Arc de Triomphe et on remonte à la place des voitures, la circulation jusqu'à l'Arc. Ensuite, nous prenons place de part et d'autre de la dalle sacrée alors que la musique de la garde républicaine retentit. Lorsque la sonnerie, la flamme retentit, le commissaire de la flamme et les présidents d'associations et autres personnalités politiques restés à l'entrée du périmètre de l'Arc de Triomphe rejoignent la dalle. Les porteurs de drapeaux ainsi que le drapeau de la flamme se tiennent à l'extrémité de la dalle. C'est alors qu'a lieu le dépôt de gerbes. Une première personne s'avance, puis elle fait demi-tour, rejointe de part et d'autre par deux autres personnes qui l'accompagnent pour déposer la gerbe. Voilà. Ensuite, le glaive permettant de raviver la flamme est traditionnellement transmis à des enfants et ceux-ci, en compagnie de M. Chouïanski, ravivent la flamme. Une fois le geste du ravivage fait, la sonnerie aux morts retentit. Les drapeaux s'inclinent et une minute de silence est observée. Puis la garde républicaine joue l'hymne hongrois et la Marseillaise. L'ensemble des personnes précitées sont alors invitées à signer le livre d'or et à saluer les porte-drapeaux. Ils font également le tour de l'Assemblée en serrant la main des personnes présentes au premier rang. Alors, ce qui, plus que finalement, dans cette commémoration, ce qui est le plus significatif finalement, c'est ce qu'on appelle une imprégnation de manière indirecte de l'Assemblée. C'est-à-dire que, en fait, la commémoration se fait au travers du lieu, déjà au travers du défilé, au travers de la musique, des hymnes, mais surtout et paradoxalement, malgré le bruit des klaxons, au travers du silence. Et c'est celui qui impressionne, je pense, le plus lors de cette commémoration, c'est le silence. Et l'aspect solennel de la cérémonie. Alors, qui se rend aujourd'hui aux commémorations sous l'Arc de Triomphe? Avant la chute du communisme, comme l'a expliqué un membre du conseil paroissial bien connu de la communauté hongroise, Tibor Lé, c'était un devoir de se rendre à la commémoration. Ainsi, faire le deuil et commémorer est aussi évidemment un acte de combat. Comme je l'ai mentionné, c'est un combat qui continue par d'autres moyens. Mais comme me l'a expliqué M. Chouïanski lui-même, au fil des années, la communauté hongroise a commencé à retourner périodiquement en vacances en Hongrie. Ils ont construit leur vie professionnelle, familiale et amicale, et ils ont diversifié en quelque sorte leur communauté d'appartenance. J'ai rencontré ceux qui fréquentent les commémorations sur l'Arc de Triomphe. À qui ou à quoi sont-ils aujourd'hui fidèles? Il y a ceux qui restent avant tout fidèles à leurs proches, à un père venu seul pour rejoindre sa famille,
un père venu seul en France et qui a été rejoint plus tard par sa famille. Il y a ceux qui viennent parce qu'ils sont hongrois ou d'origine hongroise. Et pour eux, c'est une manière d'être fidèles à leur pays d'origine, à leur identité. Et puis enfin, il y a des Français qui rendent hommage au combat hongrois et à la nature combative des Hongrois et assistent aux commémorations afin de soutenir également de nouvelles batailles politiques et bien contemporaines. Alors, il y a un dernier groupe que je n'ai pas encore mentionné, qui est celui qu'on appelle celui des intellectuels. François Feiteux, par exemple, Tibor Meroy, Pierre Kende ou Thomas Schreiber, parmi eux, qui ont été, certains d'entre eux avaient été accueillis à l'époque au sein de l'EHESS, de la Maison des sciences de l'homme ou encore au sein du CNRS. Alors, eux commémorent sous d'autres formes. Ils commémorent, premièrement, dans la presse. Ils commémorent lors de dates anniversaires, au travers d'articles. Et ils commémorent autour de François Feiteux et du Cercle démocrate, au travers de petites conférences. Il faut également citer la conférence organisée par Pierre Kende et Christophe Pomian en 1976, intitulée 1956 Varsovie-Budapest, la deuxième révolution d'octobre, qui a eu le mérite de dresser un bilan du courant, un bilan sévère d'ailleurs du courant progressiste et de soutenir la nouvelle génération de dissidents. Pierre Kende et Ákos Ditói rétablissent la Ligue hongroise des droits de l'homme, fondée en novembre 1924 par l'ancien président de la République hongroise en exil, le comte Mihály Károly. Depuis la signature des accords d'Helsinki en 1975, la lutte pour les droits de l'homme était en effet devenue le cheval de Troie de la lutte anti-soviétique. Or, l'un des droits fondamentaux de tout être humain est évidemment le droit à une sépulture. Et c'est sur cette base-là que va s'opérer un lien entre différents mouvements de l'émigration hongroise en France. En effet, depuis les années 80, un mouvement de revendication s'était mis en place autour des veuves des 5 personnes exécutées le 16 juin 1958, en l'occurrence Imre Nagy, Zalosson Szipál, Maléter, József Szilágyi, Miklós Gimes, et pour tous les martyrs. Parce qu'évidemment, chaque année, ces veuves réclamaient qu'on leur révèle l'emplacement des sépultures, ce qui était refusé. Sur l'idée de Tibor Meroy, on propose d'ériger une tombe symbolique en l'honneur d'Imre Nagy au Père-Lachaise, un emplacement qui est gratuitement accordé par le maire de Paris de l'époque, Jacques Chirac. Le 21 juin 1988 a lieu la cérémonie au Père-Lachaise, le jour du 40e anniversaire de l'exécution. Le comité de parrainage, composé de 186 personnalités, dont 27 prix Nobel, permet de conférer à l'événement un retentissement médiatique extrêmement important. Parallèlement à Budapest, les manifestants se font arrêter par la police le même jour. 1 an plus tard, comme vous le savez, les funérailles nationales signeront l'arrêt de mort du régime communiste. Le succès de cette commémoration repose sur une idée universelle, comme je l'ai dit, qui est le droit à une sépulture. Et c'est sur cette base-là que M. Chouïanski a tendu la main à la Ligue et a courageusement contribué à faire en sorte que, en 1988, soit en quelque sorte poser une nouvelle étape et une commémorative à la Révolution hongroise de 1956. Pour conclure mon propos, j'aimerais, dans un contexte assez difficile de commémoration, rappeler, comme je l'ai dit, cet éclairage anthropologique sur le fait qu'une commémoration est en premier lieu un hommage rendu aux victimes et le fait d'accorder une sépulture. Et je crois qu'autour de ça, il y a un lien qui a été trouvé en 1988 et comme l'a très justement dit M. Chouïanski, c'est lui-même qui a fait ce lien également en accordant une commémoration et d'une part au cardinal Mindszenty et d'autre part en rendant hommage également à Imre Nagy. Voilà. Donc j'aimerais le remercier encore une fois pour avoir créé ce lien. Merci.